Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Gödel, Escher, Bach. On va plonger dans des extraits qui explorent les liens assez incroyables entre les mathématiques, l'art et la musique. Oui, des liens qui, à première vue, semblent complètement improbables. Qu'est-ce qu'une fugue de Bach pour bien avoir en commun avec une gravure qui défie la logique ou avec un des théorèmes les plus complexes du XXe siècle? C'est exactement la question. Et la réponse, en fait, elle tourne autour d'une idée aussi élégante que vertigineuse. Le concept de boucle étrange. Hmm, On va décortiquer comment cette structure où un système finit par se mordre la queue apparaît dans ces trois domaines. Mais la vraie mission, au fond, c'est de voir ce que cette boucle nous dit sur la conscience humaine. c'est de véritables enjeux, oui. Et pour démarrer cette histoire, il faut remonter un peu dans le temps. En 1747, à la cour du roi de Prusse, Frédéric le Grand. Ah oui, cette rencontre presque mythique, le vieux Jean-Sébastien Bach qui rend visite à son fils. Musicien à la cour, oui. Et le roi, qui est un grand amateur de musique, apprend sa présence. Et il l'arrache littéralement à son arrivée pour le mettre au défi. C'est exactement ça. Bach arrive en habit de voyage, pas le temps de se changer, rien. Il est traîné devant les nouveaux fortepianos du roi. Et là, Frédéric le Grand, pour tester son génie, lui donne un thème musical. Un thème particulièrement complexe, le thème royal. Et il lui demande d'improviser une fugue dessus. Ce que Bach fait, brillamment évidemment, mais le roi il en veut plus. Il veut voir jusqu'où un tel art pouvait être poussé. Il lui demande l'impossible. Une fugue à 6 voix. À 6 voix sur ce même thème, ce qui est d'une difficulté technique astronomique. Oui, je vois. Alors Bach explique que le thème ne s'y prête pas vraiment. Il choisit un autre sujet, il improvise, tout le monde est stupéfait. Mais le défi initial le travaille. Il n'a pas dit son dernier mot. Pas du tout. De retour à Leipzig, il relève le gant. Il compose une œuvre entière, l'offrande musicale, tout entière construite autour de ce fameux thème royal. C'est un labyrinthe de canons, de fugues. C'est au cœur de cette architecture qu'on va trouver notre première boucle étrange. D'accord. Alors, avant de se perdre dans les partitions, ce serait peut-être plus simple de voir à quoi ressemble une telle boucle. Et là, on pense tout de suite à l'artiste M.C. Escher. Absolument. Il est le maître incontesté de ça. Prenez sa lithographie la plus connue, main dessinant, Oui, on l'a tous en tête. Une main gauche qui dessine une main droite. et cette même main droite qui, en même temps, est en train de dessiner la main gauche. La boucle est parfaite. C'est une boucle en 2 étapes. Le créateur devient la créature, et la créature devient le créateur. La hiérarchie habituelle, ce qui dessine et ce qui est dessiné, elle est pulvérisée. Galerie d'estampes qui est encore plus folle. Ah oui, celle-là est incroyable. Un jeune homme regarde un tableau qui contient une galerie dans laquelle se trouve le même jeune homme qui regarde le tableau. L'image se contient elle-même. C'est une boucle infinie, complètement repliée sur elle-même. Et ce qui est fou, c'est que Bach a fait la même chose. Pas avec un crayon, mais avec des notes de musique. Et ça, presque 200 ans avant. Alors là, j'ai du mal à visualiser. Comment c'est possible? Une image, c'est statique, c'est figé. La musique, elle s'écoule dans le temps. Le parallèle n'est pas un peu forcé? C'est une excellente question. Et c'est là que tout le génie de Bach. Il ne crée pas une boucle statique, justement. Il crée une boucle dynamique. Dans l'offrande musicale, il y a une pièce qui s'appelle le canon ascendant. D'accord. La mélodie commence dans une tonalité, disons do mineur. Une autre voix entre, joue la même mélodie, mais un peu plus haut. Et la structure même du canon force la musique à changer de tonalité, à moduler. Ok, donc elle monte d'un ton puis d'un autre et ainsi de suite. Exactement, elle passe par 6 modulations successives. Et ça donne une sensation d'ascension, perpétuelle. Un escalier sonore qui ne s'arrête jamais. Sauf que, Sauf que c'est une illusion. La construction est si parfaite qu'après la 6e modulation, la musique est revenue à sa tonalité de départ, do mineur, mais une octave pile au-dessus. c'est... c'est de la sorcellerie. C'est l'escalier de Penrose, mais en version audio. On monte, on monte, on monte, et on se retrouve au même endroit, un étage plus haut. C'est précisément ça. La boucle n'est pas tout à fait fermée, elle monte en spirale. C'est une boucle étrange qui se déploie dans le temps. Bach a poussé les règles du contrepoint à leur point de rupture pour créer un paradoxe, exactement comme Escher avec les règles de la perspective. D'accord, donc on a cette boucle dans l'art, dans la musique. On pourrait se dire que ce sont des jeux d'esprit, des tours de passe-passe de virtuoses, mais est-ce que ça existe dans un domaine beaucoup plus froid, beaucoup plus rigoureux, comme la logique pure, les maths?
Non seulement ça existe, mais c'est là que ça se trouve sous sa forme la plus pure. Et la plus explosive. Tout part d'un très vieux paradoxe, celui du menteur. Ah oui, le fameux crétois Épiménide, qui dit tous les crétois sont des menteurs. Voilà. S'il dit vrai, il ment. S'il ment, il dit vrai. On est coincé. La version la plus simple, c'est juste la phrase. Cette phrase est fausse. Exactement. C'est une boucle étrange en une seule étape. Elle s'auto-détruit en permanence. Pendant des siècles, on a vu ça comme une bizarrerie du langage, un bug. Jusqu'à ce qu'un jeune mathématicien autrichien, Kurt Gödel, dans les années 30, décide de prendre ce bug très, très au sérieux. Et c'est là que ça devient vraiment profond. Comment une formule mathématique, qui n'est faite que de symboles, peut parler d'elle-même. Ça semble impossible. Un nombre ne peut pas dire « je suis un nombre ». C'est là tout le génie de Gödel. Il a trouvé le moyen de construire un pont. Il a inventé une méthode de codage, la numération de Gödel. C'est une sorte de pierre de Rosette pour les maths. Chaque symbole mathématique, le signe plus, une parenthèse, la variable x, tout ça, Reçoit un numéro unique. c'est ça. Un peu comme si A valait 1, B valait 2, mais en beaucoup plus sophistiqué. Et grâce à ça, n'importe quelle formule mathématique, même une très longue démonstration, peut être traduite en un seul et unique nombre gigantesque. Son nombre de Gödel. Son nombre de Gödel. Et inversement, on peut redécoder ce nombre pour retrouver la formule. Il a réussi à faire en sorte que les maths puissent parler des maths. Elles deviennent leur propre métalangage. Précisément. Et une fois ce pont établi, il a construit une formule très spéciale. Appelons-la G. C'est une formule qui, à la base, est une affirmation sur des nombres. Mais si on prend son nombre de Gödel et qu'on le décode, la phrase qu'on obtient dit, en substance, « Cette formule G ne peut pas être prouvée à l'intérieur de ce système ». C'est le paradoxe du menteur, mais déguisé en arithmétique. La boucle est de retour. La boucle est là au cœur même de la logique. Et les conséquences sont sismiques. C'est son fameux théorème d'incomplétude. Gödel a prouvé que tout système formel, s'il est assez puissant pour décrire l'arithmétique et s'il est cohérent, C'est-à-dire qu'il ne se contredit pas lui-même. voilà, eh bien, ce système est nécessairement incomplet. Attendez, incomplet, ça veut dire quoi concrètement? Se dire qu'il existera toujours des propositions mathématiques qui sont vraies, mais qu'il est absolument impossible de prouver. En tout cas, en utilisant les règles du système lui-même. Et la formule G en est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Elle est forcément vraie. Pourquoi? Parce que si elle était fausse, ça voudrait dire qu'on peut la prouver. Mais alors on prouverait une fausseté, et le système serait incohérent, contradictoire. Donc G est vraie. Et puisqu'elle est vraie, ce qu'elle dit est vrai, elle est indémontrable. C'est vertigineux. Il a utilisé les mathématiques pour prouver qu'il existe des vérités mathématiques que les mathématiques elles-mêmes ne pourront jamais atteindre. C'est une limite fondamentale inscrite dans la logique même. Il a découvert un point aveugle inhérent à tout système formel. C'est comme si un système, en devenant assez complexe pour parler de lui-même, créait forcément des vérités qu'il ne peut pas atteindre. C'est ça, la boucle étrange de Gödel. Bon, alors, récapitulons. On a cette structure, cette boucle qui se replie sur elle-même dans une fugue de Bach, une gravure d'Escher et un théorème de Gödel. Est-ce que c'est juste une coïncidence intellectuelle, un joli motif qui se répète, ou est-ce que ça pointe vers quelque chose de plus fondamental? C'est la grande question. Et pour y répondre, il faut faire un dernier saut et parler des niveaux de description. Pensez à un ordinateur. On peut le décrire au niveau matériel, des circuits, des transistors, le niveau le plus bas. Oui. Au-dessus, il y a le langage machine, les 0 et les 1. Et encore au-dessus, un langage de programmation avec des mots comme si, alors, et le programmeur qui code n'a pas besoin de penser au transistor. Chaque niveau a ses propres règles et semble indépendant, même s'il repose sur celui d'en dessous. C'est ça, chaque niveau est, en quelque sorte, scellé. Maintenant, appliquons ça au cerveau. Au niveau le plus bas, on a des neurones, des synapses, de la chimie, le matériel. Mais où sont nos pensées, nos espoirs, l'idée de justice? Ça n'existe pas au niveau d'un seul neurone. Ce sont des phénomènes qui émergent de l'interaction de milliards de neurones, des propriétés de haut niveau. On appelle ça des épiphénomènes. Et la conscience, le sentiment d'être moi, pourrait bien être l'épiphénomène ultime. Mais la question, c'est comment ça émerge? Et c'est là que notre boucle étrange revient en force. D'accord. Si nos pensées sont le logiciel de notre cerveau, où est la place du moi,
de notre identité dans tout ça. L'hypothèse vertigineuse, c'est que le moi est la boucle étrange. C'est le moment où le système de haut niveau, les symboles et les concepts dans notre cerveau, devient assez puissant pour créer un symbole qui se représente lui-même. Le symbole moi. Le logiciel qui crée un modèle de lui-même à l'intérieur de lui-même. C'est plus qu'un simple modèle. C'est une boucle active. Ce symbole moi, qui a émergé du niveau des neurones, acquiert un pouvoir de redescendre et d'influencer ces mêmes neurones. Nos pensées, je vais lever la main, provoquent des actions physiques. Le niveau symbolique agit sur le niveau matériel qu'il a pourtant créé. C'est une sorte de résonance auto-renforçante? Exactement. La conscience, le je, naîtrait de cette capacité du système à se percevoir lui-même et à agir sur lui-même. C'est donc ça, le summum de la hiérarchie enchevêtrée? Le sentiment de soi n'est pas une chose quelque part dans le cerveau, mais c'est le processus de cette boucle sans fin. C'est l'idée. Le moi n'est pas le pilote dans la machine. Il est le reflet de la machine dans son propre miroir. Un reflet qui a le pouvoir de changer la machine. C'est la boucle ultime, qui donne à un système matériel l'illusion de la volonté, de l'identité. C'est une idée absolument renversante. Le fil conducteur, de Bach à Escher jusqu'à Gödel, c'était donc bien ça, la boucle étrange. Une structure qui se replie sur elle-même et qui semble être une signature des systèmes complexes. 3 créations de l'esprit humain qui, sans le savoir, se faisaient écho. Elles explorent toutes la même frontière, celle entre les règles finies d'un système et les possibilités infinies, voire paradoxales, qui peuvent en émerger. Elles montrent comment un système peut, de manière stupéfiante, acquérir la capacité de se regarder lui-même. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Si la conscience est une boucle étrange qui émerge de la complexité matérielle de notre cerveau, où se situe la frontière entre un humain et une machine très très sophistiquée? Est-ce qu'une intelligence artificielle, en devenant toujours plus complexe, pourrait voir un jour émerger cette même boucle et donc une conscience? Ou est-ce qu'il y a un ingrédient secret, une étincelle dans notre biologie, qui empêchera toujours une machine, aussi complexe soit-elle, d'atteindre cette forme d'autoréflexion? Une question à méditer.